Un membre de l'ordre sombre s'effondre de terreur, annonçant que leur pire cauchemar est arrivé. Le cultiste paniqué presse son compagnon à l'air suffisant de fuir le lieu désormais compromis. L'inconscient chef aux cheveux gris demande qui il fuit, ne saisissant manifestement pas l'ambiance. Le personnage principal est révélé avec ses titres épiques, menant une armée de morts vivants. Le cultiste explique que le personnage principal est là spécifiquement pour éradiquer l'ordre sombre. Il imagine avec force détail la mort atroce qui les attend aux mains des monstres morts-vivants. Le chef trop confiant rejette la peur, sur le point de faire une vantardise très stupide. Ils se vantent d'avoir le meilleur ordre de chevaliers saints de leur côté pour les protéger. L'homme paniqué hurle de désespoir, connaissant l'horrible vérité sur ces mêmes chevaliers. Le personnage principal apparaît avec les chevaliers saints, maintenant ses marionnettes mortes-vivantes personnelles. Oups. Le personnage principal donne nonchalamment l'ordre à ses nouvelles marionnettes mortes-vivantes d'attaquer. Les chevaliers saints morts-vivants tirent docilement une rafale d'énergie sacrée sur leurs anciens alliés. Les chevaliers morts-vivants exécutent leurs ordres sans réfléchir, leurs visages figés dans des hurlements silencieux. Le chef inconscient et le cultiste paniqué regardent leurs disciples se faire vaporiser instantanément. Le reste de l'armée de morts-vivants déferle, submergeant les cultistes terrifiés. Un chevalier saint mort-vivant plaque le chef inconscient, mettant fin à son règne de mauvaises décisions. Le chef autrefois arrogant est maintenant au sol, en sang, suppliant pathétiquement sa pitié. Il se demande comment des morts-vivants pourraient en servir un nécromancien, comme s'il ne les utilisait pas lui-même. Le personnage principal saisit le visage du chef, clairement fatigué de l'entendre parler. Le chef commence à prier désespérément pour son salut, un peu tard pour ça maintenant. Le personnage principal place un artefact sacré sur la tête du chef, offrant sa propre version du salut. Il exécute le chef avec une décharge de puissance divine, une fin vraiment ironique et appropriée. Le chef se tord alors que le pouvoir sacré qu'il convoitait brûle littéralement son âme sombre de l'intérieur. Un flashback révèle un personnage principal plus jeune, jurant d'envoyer les gens en enfer avec la bénédiction de Dieu lui-même. L'artefact sacré s'embrase d'une puissance immense, rendant un jugement final et divin sur le chef de la secte. L'histoire se déplace vers le Saint-Royaume, où les commères sont occupés à calomnier le 7e prince exilé. Les rumeurs dépeignent le jeune 7e prince, notre Pépé, comme un dégénéré moral sans conscience. Les commères se souviennent d'un incident spécifique et scandaleux impliquant le prince et un archevêque de haut rang. Un flashback montre le prince accusé publiquement d'avoir harcelé la fille d'un archevêque. La narration prétend qu'il a aggravé les choses en refusant d'accepter la punition pour ce coup monté évident. Le jeune prince répond au coup monté en vandalisant la chambre de l'archevêque avec du sang. Le saint-empereur écrase l'accoudoir de son trône, enragé par le défi public de son fils. L'empereur exile son fils sur la terre des morts, une idée vraiment terrible. Le lieu de réflexion du prince est une terre désolée et gelée, en gros une condamnation à mort. Les rumeurs s'intensifient, prétendant que le prince a tenté de se suicider après avoir été rejeté par une fille. Les commérages continuent, présentant sa survie à la prétendue tentative de suicide comme chanceuse. Après avoir survécu, le prince est montré comme une personne changée, suggérant une nouvelle âme. Le nouveau prince est maintenant un citoyen modèle, travaillant avec diligence au monastère. Son changement soudain le rend populaire, mais attire aussi la suspicion des citadins plus observateurs. Les rumeurs se rapprochent de la vérité, suggérant une possession démoniaque et des cadavres ambulants. Le personnage principal tient une réunion publique avec ses morts vivants, leur demandant leurs opinions honnêtes. L'un de ses sbires morts vivants les plus éloquents répond par un craquement réfléchi, mais entièrement squelettique. Le personnage principal traite ce retour perspicace avec le regard vide d'un homme aux commandes. Une fenêtre système confirme utilement son identité. Allen, le prince nécromancien exilé. Allen se plaint des notifications pop-up du système, une lutte même pour les nécromanciens. Il explique à ses morts vivants que les rumeurs ont commencé parce que les gens les ont remarqués, vous savez, en train de marcher. Il s'inquiète sarcastiquement d'être, injustement, accusé d'hérésie alors qu'il commande littéralement des cadavres. La grande révélation, c'est un protagoniste d'isekai de Corée qui a possédé le corps du prince après son suicide. Il démontre sa capacité, semblable à un jeu, de voir les fenêtres de statut de ses zombies numérotées individuellement. Il explique de manière théâtrale comment il a utilisé ses compétences en nécromancie pour décrocher un poste de gardien de cimetière. Allen explique à ses morts vivants que toute son opération est considérée comme une hérésie ici. Il demande sarcastiquement à ses sbires morts vivants s'ils devraient arrêter feignant de se soucier de leur opinion. Un flashback montre son équipe de zombies travaillant comme une équipe de fossoyeurs très efficace. Il termine fièrement le travail en plaçant une pierre tombale littéralement gravée de « fait par un zombie ».
Allen se remémore quelle belle et productive journée de profanation c'était. Ses sbires morts-vivants sont si émus par ce souvenir qu'ils commencent à renifler des larmes. Il change brusquement d'ambiance, suggérant qu'il est temps de dire au revoir à son personnel mort-vivant. Les zombies piquent une crise de colère monumentale, devenant zombies furieux à l'idée d'être renvoyés. L'un des zombies lui lance un regard rebelle, se préparant clairement à se syndiquer. Allen commence son monologue de méchant en commençant par sa première vie complexe en tant que Coréen. Allen prétend vouloir une seconde vie paisible, une déclaration que personne ne croit une seule seconde. Il cède à la crise de ces zombies, reconsidérant leur statut d'employé par amitié. Allen soupire de résignation alors que ses employés morts-vivants célèbrent leur manipulation émotionnelle réussie. Le conflit de travail réglé, Allen remet immédiatement au travail son équipe de morts-vivants très motivés. 2 hommes à l'air louche apparaissent, faisant immédiatement grimper l'indice local de problèmes imminents. Les hommes transportent des cadavres dans une charrette, ce qui n'est jamais un signe de bonnes intentions. L'un des hommes utilise les cadavres comme outil de motivation pour son partenaire clairement terrifié. Leur plan est de trouver le prince pour aider leur village maudit. Une idée vraiment terrible. Un œil terrifiant et injecté de sang espionne les événements, parce que cette ville n'était pas assez sinistre. L'observateur mystérieux semble très intéressé par le nombre de cadavres disponibles, pour une raison quelconque. Les 2 hommes désespérés confirment que leur village n'est plus qu'une collection de cadavres commodément disponibles. Les villageois demandent à Allen de visiter leur ville maudite, une requête qu'il remet à juste titre en question. Ils expliquent qu'ils se sentent en sécurité avec lui parce qu'ils l'ont vu déplacer des cadavres. Une terrible référence. Les hommes en viennent à mendier et à s'accrocher physiquement à Allen, qui est visiblement agacé par le contact. Ils continuent leur plainte pathétique, convaincus que le prince blasphémateur est leur seul espoir de survie. L'humeur d'Allen s'assombrit alors qu'il accepte finalement d'aider, demandant ce qu'ils attendent de lui. Le trio arrive au village désolé, qui semble avoir été conçu par un passionné de la peste. Allen met le pied dans une flaque dégoûtante, notant sèchement que le village est en effet assez effrayant. Les villageois utilisent Allen comme bouclier humain, l'avertissant des dangers tout en s'accrochant à lui. Allen perd finalement patience, leur demandant s'ils le prennent pour une sorte de porte-bonheur. Allen dit à ces lâches boucliers humains d'arrêter de s'accrocher à lui et de chercher pour de bon. Un bruit soudain effraie les villageois, qui essaient immédiatement de le rejeter comme étant un rat. Allen décide d'enquêter seul, aux grandes dames des hommes qui viennent de l'engager. Même notre prince nécromancien a un mauvais pressentiment, ce qui est un terrible signe pour tous les autres. Il confirme ses soupçons, sentant une aura meurtrière émanant de la présence invisible. Quelque chose attrape soudainement Allen par derrière, prouvant que son mauvais pressentiment était correct à 100%. La source de l'aura terrifiante et meurtrière se révèle être un seul et minuscule rat. Allen regarde le rat avec une confusion totale, alors qu'il prend la pose d'un bodybuilder. Les yeux du rat brillent d'un rouge démoniaque, confirmant que ce n'était jamais juste un rat. Une horde entière de rats monstrueux aux yeux rouges jaillit des ténèbres, prête à attaquer. Le rat monstrueux en chef tire un rayon d'énergie rouge de sa bouche directement sur Allen. Allen identifie la horde comme étant des rats zombies, tout en les repoussant désespérément avec sa pelle. Il réalise que cette vermine est la malédiction du village et commence à faire le ménage avec sa pelle. Allen canalise le pouvoir sacré dans sa pelle, hurlant alors qu'il anéantit les rats avec une onde de choc. Il se tient au milieu du carnage, ayant instantanément pacifié la horde entière en une seule attaque. Allen a l'air confus, alors que les rats survivants ont complètement cessé leur assaut contre lui. Les rats zombies restants se recroquevillent maintenant devant lui, couinant dans ce qui ressemble à de la soumission. Il panique alors que les rats l'assaillent à nouveau, cette fois avec révérence, et tente de refuser la royauté. Allen est immédiatement submergé et enseveli sous ses nouveaux disciples morts-vivants trop affectueux. Le poids de ses fans rats en adoration le pousse directement dans le puits de la ville. Allen hurle sur ses nouveaux disciples rats, tandis que sa pelle brille d'un pouvoir sacré sous l'eau. Il active une compétence depuis le fond du puits, accusant les rats de tentative de meurtre par affection. Allen lance un sort de nécromancie appelé Marais de la mort pour obtenir un espace personnel bien nécessaire. Les 2 villageois jettent enfin un coup d'œil dans le puits, arrivant juste à temps pour être confus et inutiles. Ils s'émerveillent alors que le Marais de la mort devient accidentellement une piscine d'eau bénite, faisant l'éloge d'Allen. Allen réalise que ses compétences en nécromancie ont des effets secondaires sacrés inattendus, à sa propre surprise. Il relie son pouvoir sacré à sa lignée royale, expliquant enfin le phénomène de purification. Allen adopte avec suffisance son nouveau titre de Saint Nécromancien, expliquant son personnel zombie poli. Les villageois aperçoivent une jeune fille nommée Charlotte, choquée de voir une autre survivante dans la ville désolée.
Charlotte ignore les questions inquiètes des villageois, tout en cachant de manière menaçante un couteau ensanglanté. Charlotte attaque les villageois avec des yeux rouges brillants, abandonnant immédiatement son acte de survivante innocente. Allen bloque le coup de couteau de Charlotte, sauvant le villageois inutile qu'il a été engagé pour protéger. Il se demande si la fille est un zombie, faisant enfin le lien dans ce village maudit. Allen la repousse, notant que son utilisation d'un outil signifie qu'elle n'est pas une morte vivante sans esprit. Il déduit correctement que Charlotte n'est que partiellement zombifiée, coincée dans une transition horrible. La fille crie d'agonie, parvenant à appeler sa mère à travers la corruption. Allen écoute alors qu'elle demande ses parents, un bref moment d'humanité avant que l'horreur ne reprenne. Charlotte perd à nouveau le contrôle, se jetant sur Allen avec son couteau dans une frénésie. Allen attrape la lame à main nue, qui se met à briller de son pouvoir sacré caractéristique. L'énergie divine remonte le long du couteau, sur le point de donner à Charlotte une dose de purification sacrée. Allen confirme que son pouvoir sacré brûle les morts vivants au contact, une découverte utile mais douloureuse. Il hésite à continuer l'attaque, réalisant que cela causera une douleur immense à Charlotte. Allen plaque Charlotte directement dans le puits qu'il vient de transformer en bénitier. Il maintient la fille hurlante sous l'eau, lui disant d'endurer la purification forcée. Allen immobilise Charlotte, qui convulse, tandis que l'eau bénite exorcise violemment sa corruption. Le saint nécromancien a l'air complètement épuisé après avoir effectué son baptême agressif par immersion totale. Charlotte flotte paisiblement, son humanité restaurée après avoir été zombifiée de force par Allen. La narration révèle que la nouvelle de son incident de purge de rats a déjà commencé à se répandre. De nouveaux villageois le supplient de les aider, mais Allen nie froidement avoir jamais sauvé quelqu'un. Allen refuse fermement la demande des villageois, n'étant clairement pas intéressé à devenir un héros. Allen ment effrontément, disant froidement aux villageois que la fille dont ils ont entendu parler est morte. Les villageois désespérés réagissent avec un choc prévisible, gobant complètement son terrible mensonge impassible. Allen insiste sur son rôle de prince inutile, prétendant n'avoir aucun pouvoir pour les aider. Les villageois sombrent dans le désespoir, se lamentant que leur dernier espoir soit apparemment un imposteur. Un homme enthousiaste fait irruption au pire moment possible, sur le point de révéler le secret d'Allen. L'homme annonce joyeusement que Charlotte est réveillée, torpillant complètement le mensonge soigneusement élaboré d'Allen. Il procède ensuite à donner tout le crédit à Allen, le transformant en héros local contre sa volonté. Les villageois se retournent contre Allen avec des regards furieux, l'ayant surpris dans sa supercherie très évidente. Allen abandonne la comédie avec une irritation visible, son plan pour qu'on le laisse tranquille étant ruiné. Il accepte à contre-cœur d'aider, exhibant son pouvoir divin supérieur avec absolument aucune humilité. Allen accepte d'aider les villageois désespérés, mais ajoute immédiatement quelques conditions non négociables. Il utilise son système pour scanner le chef des villageois, Parlock, confirmant qu'il a affaire à un vieil homme suspect. Allen dénonce leur hypocrisie, leur demandant pourquoi il ferait confiance à un prince minable, dont il doute clairement. Sa première exigence est simple. Il n'est pas un bénévole, alors payé avec de l'argent et des fournitures. Sa deuxième exigence est que les villageois fournissent de la main-d'œuvre gratuite pour réparer toute sa cathédrale en ruine. Allen les manipule habilement en menaçant de partir, forçant leur accord immédiat et désespéré. Les villageois sont horrifiés d'apprendre qu'il y a encore une autre condition à leur supposé salut. La dernière condition d'Allen est de garder toute cette affaire secrète des Chevaliers Saints. Il célèbre intérieurement son arnaque réussie, trouvant enfin une utilité à son lieu d'exil. Allen confirme que le nombre de zombies est de 30, décidant nonchalamment que la tâche est tout à fait dans ses cordes. Allen sourit en ordonnant à ses villageois nouvellement conscrits de prendre leur équipement. Il leur demande sarcastiquement s'ils s'attendaient vraiment à ce qu'ils combattent les zombies tout seuls. Il leur assigne le rôle de première ligne pendant qu'ils s'occupent de la prière sainte, avec un air totalement indigne de confiance. Les villageois terrifiés réalisent finalement qu'ils ont passé un pacte avec un véritable démon. Un villageois est interrompu par un grognement menaçant, car la situation n'était pas assez mauvaise. Les villageois hurlent de terreur alors que la horde de zombies les a déjà suivis jusqu'à la cathédrale. Allen rassemble ses nouveaux boucliers humains, leur disant de prendre des balais s'il le faut. Une horde massive de zombies est montrée approchant, se découpant sur un ciel rouge sang. Le gros plan révèle une mer de morts vivants, confirmant que l'estimation des villageois était ridiculement fausse. Allen crie sur Parlock, qui admet pathétiquement qu'il a mal compté les zombies en courant pour sa vie. Allen frappe un zombie directement au visage, décidant de s'occuper personnellement de la horde. Les villageois conscrits paniquent, tenant à peine tête à la mer infinie de morts vivants. Allen peine à repousser un zombie avec un bâton, prouvant qu'il est meilleur en magie qu'au corps à corps. Une fenêtre système apparaît alors qu'Allen active une compétence, infusant sa pelle d'eau bénite. Il déchaîne le « marais de la mort »,
qui purifie ironiquement les zombies dans un tsunami d'eau bénite. Un flashback commence alors qu'Allen explique qu'il était déjà un nécromancien avant toute cette histoire d'isekai. Il révèle qu'il était un bêta-testeur qui avait choisi la classe de nécromancien dans un jeu VR pour de l'argent. La narration explique sa mort tragique et cliché par électrocution à cause de son installation de jeu. Il confirme que ses compétences de jeu ont été commodément transférées, lui donnant une longueur d'avance dans sa nouvelle vie. Allen explique que le pouvoir divin inné du prince a accidentellement fusionné avec ses compétences en nécromancie. Allen explique que ses compétences en nécromancie sont involontairement saintes, laissant fuir du pouvoir divin à chaque utilisation. Il regarde ses boucliers humains inutiles et estime correctement qu'ils ne peuvent absolument pas gérer la situation. L'un des villageois conscrits fait une dépression, admettant qu'il ne peut pas combattre ses anciens voisins. Le villageois aperçoit sa femme zombifiée dans la horde, faisant de cette réunion de famille la pire qui soit. Sa femme zombie s'approche et tend la main vers son visage alors qu'il se fige, paralysé par la sentimentalité. La femme zombie lui offre une dernière caresse menaçante avant de décider qu'il a l'air délicieux. Elle laisse finalement tomber son masque et se jette en avant avec un cri démoniaque, prête à manger son mari. Allen interrompt la réunion tragique en assénant un coup de pied sauté directement à la tête de la femme zombie. Le villageois hurle de désespoir alors que sa femme morte vivante est projetée au sol sans cérémonie. Allen dit à l'homme d'arrêter de surréagir pour un cadavre, prouvant que son empathie est inexistante. Allen pousse sa pelle vers la femme zombie, exigeant que le villageois sentimental affronte la terrible vérité. Il donne à l'homme un choix brutal, fuir ou abréger les souffrances de sa femme morte vivante. Le discours sévère d'Allen est interrompu par un zombie massif qui se jette directement sur son visage. Le monstre attrape Allen, qui semble véritablement choqué d'être pris au dépourvu pour une fois. Une figure mystérieuse descend du ciel dans un éclair de lumière, arrivant juste à temps. La nouvelle venue, une femme aux cheveux blancs, fait un atterrissage de super-héros qui brise le pavé de pierre. Elle écrase sans effort la tête d'un zombie à main nue, établissant immédiatement son niveau de puissance. La femme mystérieuse demande calmement à Allen s'il va bien, ignorant complètement le chaos environnant. Un flashback commence, avec une narration expliquant que la Terre était autrefois consumée par une peste saisonnière. La narration révèle qu'une jeune fille, probablement la femme, a cru autrefois au mensonge de sa mère sur la survie. Le flashback montre une jeune fille, la femme aux cheveux blancs, hurlant de terreur en appelant ses parents. Elle court vers la porte, avertissant frénétiquement sa famille de la horde de rats à l'extérieur. La jeune fille réalise avec une horreur grandissante que tous les rats ont les mêmes yeux rouges démoniaques. Elle voit son père zombifié attaquer sa mère dans une scène horrible et sanglante. Son père mourant, maintenant un zombie, dit faiblement à sa fille, Charlotte, de s'enfuir. La jeune Charlotte se retourne pour voir que sa mère a également succombé à la peste zombie. La mère zombifiée grogne de manière menaçante, confirmant que la réunion de famille est officiellement terminée. La narration explique que la mémoire de Charlotte s'efface commodément après que ses parents ont essayé de la manger. Le flashback la montre fuyant ses parents zombifiés à l'intérieur et une horde de rats à l'extérieur. Elle se souvient avoir attrapé un couteau pour se défendre, ce qui explique l'arme avec laquelle Allen l'a trouvée. Le flashback se poursuit avec les conséquences horribles et sanglantes des parents de Charlotte, se retournant l'un contre l'autre. La jeune Charlotte est assise en état de choc, couverte de sang, alors que les ombres de ses parents morts vivants planent sur elle. Sa narration confirme sa zombification partielle, alors qu'un de ses yeux brille d'un rouge démoniaque. Elle réalise que les rats zombies l'ignorent maintenant, ce qui la pousse à se demander si elle devient aussi un monstre. Charlotte se résigne à son sort, croyant qu'il ne reste personne pour la sauver de l'horreur. Dans un moment de désespoir, elle souhaite ardemment qu'une seule personne vienne à son secours. Sa mémoire lui rappelle Allen la maintenant dans le puits, sa version d'une mission de sauvetage. Elle se souvient du baptême agressif d'Allen dans l'eau bénite comme sa seule méthode pour la sauver. Le flashback se termine alors que Charlotte se réveille dans son lit, confuse par le souvenir violent de son salut. Un villageois informe Charlotte, désorientée, qu'Allen l'a sauvée et qu'il combat actuellement des zombies à l'extérieur. Charlotte digère la nouvelle du prince combattant des zombies, ayant l'air complètement déconcertée après son réveil. Elle observe la silhouette d'Allen depuis la fenêtre, l'entendant crier aux villageois de se défendre. Charlotte regarde avec une vive inquiétude, réalisant que le prince qui l'a sauvée est en danger de mort. Elle se souvient de son souhait désespéré d'un sauveur, le reliant enfin à la mission de sauvetage violente d'Allen. Ignorant les protestations du villageois, Charlotte se précipite vers la porte pour rejoindre elle-même le combat. L'entrée spectaculaire de la femme mystérieuse est montrée à nouveau, brisant le pavé avec son atterrissage. Elle écrase nonchalamment le crâne d'un zombie à main nue, faisant paraître cela ridiculement facile. La femme vérifie calmement l'état d'Allen, complètement imperturbable face à la horde de morts vivants qui les entoure.
Debout au-dessus de la forme déchue d'Allen, la femme mystérieuse déclare son intention de sauver tout le monde. Allen la regarde avec une incrédulité absolue, complètement déconcertée par sa sauveuse soudaine, surpuissante et inconnue. Allen contemple la montagne de cadavres de zombies, se demandant comment Charlotte a réussi à vaincre toute la horde seule. Allen devient intérieurement jaloux alors que les villageois vénèrent à Charlotte, oubliant complètement qu'il combattait en premier. Il devine correctement que sa purification à l'eau bénite a accidentellement donné à Charlotte une énorme augmentation de puissance. Allen admet qu'il ne connaît rien à ses propres pouvoirs avant d'ordonner aux villageois d'enterrer leurs morts. Le villageois sentimental est d'accord avec Allen, enfin prêt à affronter la sinistre tâche qui l'attend. Les villageois retrouvent leur détermination, décidés à offrir un repos éternel à leurs proches zombifiés. Allen propose d'aider au rituel de purification, montrant un moment d'empathie rare et suspect. La narration explique qu'un rituel funéraire est destiné à aider les âmes des morts à enfin passer à autre chose. Allen explique que le rituel empêche les esprits d'errer, faisant en gros son travail à plus grande échelle. Il révèle que sa capacité à interagir avec les morts est une raison clé de son exil initial. Allen pense que son exil était un moyen pratique pour l'Empire d'obtenir un concierge pour zombies. Il plisse les yeux, réalisant que l'histoire officielle de son exil ne tient pas tout à fait la route. Allen examine les archives historiques, trouvant l'épidémie de zombies actuelle suspectement étendue et rapide. Il conclut que ce n'est pas une catastrophe naturelle, car il est trop tôt pour la vague de la mort. Parlock, le chef du village, supervise les enterrements tout en étant appelé par Allen. Allen interroge Parlock sur des visiteurs étranges, mais le vieil homme prétend que rien n'était inhabituel. Il relie le moment du début de la peste à un acte de malveillance délibéré et intentionnel. La question désinvolte d'Allen sur un nécromancien plonge Parlock et les villageois dans une panique totale. Il essaie de faire marche arrière, prétendant qu'il ne faisait que marmonner pendant que les villageois paniquent à propos des démons. Allen s'excuse sarcastiquement pour sa simple existence, alors qu'un villageois crie à propos de nécromanciens dégoûtants. Allen théorise que le nécromancien ennemi est à proximité, admettant commodément qu'il n'a aucun moyen de le trouver. Allen termine immédiatement sa journée, déléguant le reste du travail aux villageois. Il rejette intérieurement son statut royal, insistant sur le fait qu'il n'est qu'un simple travailleur exploité. L'ombre d'Allen se déplace sur le mur alors qu'il part enfin se reposer. Il s'installe confortablement dans son lit, avec l'air suffisant d'un homme qui a réussi à éviter plus de travail. Allen décide de se reposer après les funérailles épuisantes, ignorant totalement que ses vacances sont déjà terminées. Un bruit sourd réveille Allen en sursaut, prouvant que la paix et la tranquillité ne sont pas dans son contrat. Un villageois crie frénétiquement à propos d'un enlèvement, ruinant le sommeil réparateur bien nécessaire d'Allen. Le villageois précise que des zombies ont enlevé quelqu'un, un développement pour lequel Allen semble totalement non préparé. Parlock et les autres villageois confirment l'histoire, jurant avoir tout vu. Un villageois explique que les zombies ont attaqué alors que tout le monde était épuisé par les funérailles qui ont duré toute la nuit. Deux villageois regardent autour du cimetière en panique, complètement ignorants du nouveau chaos qui se déroule. Ils se souviennent avoir vu une femme nommée Moriane courir pour sa vie, criant à l'aide face aux zombies. Allen demande qui est Moriane, et un villageois l'identifie comme la cueilleuse d'herbes locale. Le villageois continue de décrire la nature serviable de Moriane, alors qu'Allen se demande pourquoi il devrait la connaître. Le villageois essaie maladroitement de rafraîchir la mémoire d'Allen en mentionnant qu'elle est une beauté. Il révèle finalement que Moriane est la fille qui a rejeté la confession du prince originel, déclenchant la gêne par procuration d'Allen. Allen coupe le villageois, exigeant qu'il cesse de raconter le passé pathétique et humiliant du prince. Allen se moque intérieurement de la motivation soudaine des villageois, devinant correctement que c'est uniquement parce qu'elle est jolie. Malgré son agacement, l'expression d'Allen se durcit alors qu'il décide qu'il doit quand même enquêter sur l'enlèvement. Allen note intérieurement que des zombies qui enlèvent des gens est un développement nouveau et profondément suspect. Allen se prépare à partir alors qu'un villageois suggère qu'un chasseur local pourrait en fait être utile pour une fois. Les villageois sont soudainement courageux et désireux de partir, entièrement motivés par la jolie demoiselle en détresse. Allen ordonne avec impatience aux villageois d'aller chercher le chasseur en ayant clairement assez des bavardages. Une petite et intimidante Charlotte apparaît et fixe Allen, mettant un terme à ses plans de départ. Charlotte continue son intense duel de regards silencieux avec Allen, qui semble légèrement confus par cette attention. Allen se demande nerveusement si Charlotte lui en veut pour sa purification violente par immersion totale. Allen utilise l'urgence de l'enlèvement comme une excuse parfaite pour fuir sa rencontre embarrassante avec Charlotte. Charlotte reste seule, complètement sans voix alors que son mentor potentiel la laisse en plan au milieu de son regard fixe. Le chasseur les conduit à une grotte sinistre, confirmant que les zombies ont traîné leurs victimes à l'intérieur.
Un villageois félicite le chasseur, Hans, pour les avoir menés avec succès à la grotte manifestement maléfique. Allen complimente intérieurement et rarement le chasseur pour ses compétences de pistage compétentes. Il sent que la grotte rayonne d'énergie démoniaque, devinant correctement que c'est la source de la peste. Allen déduit que l'enlèvement confirme qu'un cerveau contrôle les zombies, tout comme il le soupçonnait. Allen suggère l'incendie criminel en premier recours, oubliant la demoiselle en détresse jusqu'à ce qu'un villageois panique. Il explique que la grotte renforce les morts vivants, avertissant ses boucliers humains qu'ils deviendront un buffet à volonté. Allen manipule habilement les villageois en suggérant la retraite, mentionnant nonchalamment que Morriane mourra probablement. Un grognement soudain interrompt ses manigances, car cet homme n'a pas droit à un seul moment de paix. Un ours zombie monstrueux aux yeux rouges brillants tente une embuscade à Allen, qui est une fois de plus pris au dépourvu. Les villageois crient pour le prince alors qu'il est attaqué, fournissant leur niveau habituel de soutien tactique. Allen se fait mordre un morceau d'épaule par l'ours zombie, ayant l'air plus énervé que souffrant. Les villageois abandonnent immédiatement Allen, prouvant que leur titre de bouclier humain est bien mérité. L'ours zombie projette Allen à travers la grotte, confirmant que les zombies animaux sont un énorme problème. Saignant et en l'air, Allen active une compétence, car sa pelle est son seul partenaire fiable. Il déchaîne le marais de la mort, offrant à l'ours zombie un bain d'eau bénite non sollicité et douloureux. Allen heurte durement le sol, serrant sa blessure alors qu'une autre fenêtre de compétence apparaît commodément. Il active la malédiction terrible, ce qui semble être l'opposé absolu de ce que l'on voudrait pour une blessure. Allen explique que ses compétences de malédiction deviennent des soins, un effet secondaire pratique de sa sainte nécromancie. L'eau bénite n'a apparemment fait qu'énerver l'ours, qui plane maintenant sur lui de manière menaçante. Un scan système révèle que ce n'est pas juste un ours zombie, mais le roi de la gourmandise. Allen réalise que l'ours zombie est renforcé par la nécromancie, ce qui explique sa résistance à l'eau bénite. Il a un rare moment de lucidité, admettant qu'il ne peut pas battre un ours géant par la force brute. Le roi de la gourmandise le prouve immédiatement en projetant Allen contre un mur de la grotte. L'ours zombie se jette sur Allen à terre, prêt à en faire son prochain repas. Charlotte fait une entrée spectaculaire, tombant du plafond pour poignarder l'ours à la tête. Elle semble véritablement surprise qu'un coup de couteau dans le cerveau n'ait pas instantanément arrêté le monstre. Le roi de la gourmandise se débat sauvagement, clairement plus agacé que blessé par le coup de couteau à la tête. Allen jette un coup d'œil depuis sa cachette, choqué que la fille qu'il a essayé de semer l'ait suivi. Il commence immédiatement à aboyer des ordres à sa sauveuse, disant à Charlotte de maintenir l'ours. L'ours jette promptement Charlotte au sol, prouvant que les conseils tactiques d'Allen sont toujours aussi nuls. Charlotte se fait projeter sans ménagement contre le mur de la grotte, apprenant que les ours sont généralement plus forts que les petites filles. Le roi de la gourmandise plane sur Charlotte, prête à voir si elle a meilleur goût qu'elle ne se bat. Elle enfonce désespérément son couteau dans la mâchoire de l'ours, une tactique à la fois courageuse et incroyablement stupide. L'ours lui mord le bras, prouvant que ses dents sont, en fait, plus aiguisées que son couteau. Sa main éclate soudainement d'une lumière sainte, offrant à l'ours un soin du visage surprise à base d'énergie divine. L'explosion sainte envoie l'ours massif voler, au choc complet et total de Charlotte. Allen félicite Charlotte avec condescendance pour lui avoir fait gagner du temps, offrant une main à son bouclier humain. Charlotte regarde avec horreur la main tendue d'Allen, qui a maintenant l'air suspectement grise et morte-vivante. Elle panique intérieurement, se demandant si Allen s'est transformé en zombie pendant les 2 minutes où elle ne regardait pas. Allen révèle son plan directeur en levant une armée de zombies, montrant enfin sa main de nécromancien. Charlotte regarde avec une incrédulité totale, essayant de concilier son sauveur avec le nécromancien qui se tient devant elle. Allen arbore un sourire suffisant aux yeux brillants, appréciant clairement son moment de monologue de méchant tant attendu. Allen et Charlotte se tiennent derrière leur nouvelle armée de zombies, alors qu'elle charge le roi de la gourmandise. Le roi de la gourmandise rugit en étant assailli par les boucliers humains morts-vivants et jetables d'Allen. La horde de zombies se révèle étonnamment efficace, réussissant à porter quelques coups solides à l'ours massif. Les zombies sains d'Allen s'entassent sur le roi de la gourmandise, tentant de retenir le monstre bien plus grand. Allen explique que le nombre élevé de victimes de l'ours lui a commodément fourni beaucoup de matériel d'invocation. Il note intérieurement que la durabilité de l'ours est inutile contre son nombre écrasant, une vantardise classique de nécromancien. Le roi de la gourmandise est montré brutalement mutilé, prouvant que la quantité a une qualité qui lui est propre. Allen fait calmement face à l'ours mutilé, ayant l'air complètement impassible face au monstre qu'il est sur le point de détruire. La tête du roi de la gourmandise est graphiquement pulvérisée, mettant fin au combat dans une pluie de sang. L'ours zombie massif s'effondre, finalement vaincu par la horde de zombies écrasantes d'Allen.
Charlotte et un Allen épuisé se tiennent au-dessus du cadavre, le duo improbable qui a survécu au combat de boss. Allen énonce intérieurement le résultat évident du combat avec un air d'épuisement pur. Charlotte se précipite aux côtés d'Allen avec inquiétude alors qu'il trébuche, ressentant enfin le contre-coup de son pouvoir. Allen ment, en disant qu'il a utilisé le pouvoir divin, tout en se demandant intérieurement si Charlotte l'a suivi pour se venger. Il admet maladroitement à Charlotte qu'elle a maintenant vu ses vraies capacités de nécromancien. Allen joue un numéro de charme, demandant à Charlotte de garder son secret pour qu'il puisse être un exilé paresseux. Du point de vue de Charlotte, elle est complètement captivée par son prince, gobant totalement son numéro. Allen est intérieurement dégoûté par son admiration, la suppliant de le laisser tranquille pour qu'il puisse se la couler douce. Charlotte jure une loyauté éternelle à Allen, qui n'a aucune idée de pourquoi elle le prend pour un héros. Les lâches villageois reviennent enfin, interrompant le moment avec leur timing prévisiblement terrible. Un villageois crie avec une fausse inquiétude, annonçant qu'ils ont apporté de l'équipement maintenant que le danger est passé. Allen les regarde descendre difficilement une corde et conclut correctement qu'ils ne seront d'aucune aide. Le villageois reste bouche bée devant le carnage, demandant benoîtement qui a bien pu vaincre les monstres. Il identifie le boss comme étant le roi de la gourmandise, réalisant enfin l'ampleur du combat qu'ils ont évité. Allen invente immédiatement un nécromancien fantôme pour s'attribuer tout le mérite et le blâme. Il ment sans vergogne en disant qu'ils sont juste tombés sur la scène après le départ du vrai nécromancien. Les villageois croient instantanément son histoire, tandis qu'Allen se moque intérieurement de leur naïveté. Allen conclut froidement que Morgane, la fille qu'ils sont venus sauver, est probablement déjà morte. Allen poursuit son mensonge, affirmant que le nécromancien fantôme a utilisé Morgane comme appât pour l'ours. Un villageois demande quoi faire, alors Allen décide qu'il devrait explorer davantage la grotte. Allen confirme sa décision avec confiance, ignorant complètement la peur bien fondée du villageois. Il sourit, admettant que son véritable objectif est d'évaluer sa supposée concurrence de nécromanciens. Allen donne un « tout est clair » sans fondement avant de mener son groupe jetable plus profondément dans la grotte. Le groupe s'aventure dans la grotte sinistre, se dirigeant vers une source de lumière suspectement pratique. Allen, Charlotte et les villageois jettent un coup d'œil au coin d'un mur, faisant enfin preuve d'une prudence élémentaire. Un villageois aperçoit quelque chose devant, remplissant son rôle de type désigné pour paniquer et montrer du doigt. Il trouve Morgane vivante et ligotée, entourée de talismans magiques d'apparence sinistre. Un villageois retrouve soudainement son courage et se précipite pour sauver Morgane, aux grandes dames d'Allen. Allen se demande intérieurement pourquoi un nécromancien laisserait son appât en vie, ses soupçons se réveillant enfin. Ses yeux brillent de perspicacité alors que Morgane ligotée appelle le prince, confirmant que c'est un piège. Morgane offre une performance magistrale de demoiselle en détresse, avec des larmes et un fond scintillant. Allen balance immédiatement sa pelle et assomme le villageois qui se précipitait pour la sauver. Le villageois se prend une pelle en pleine figure pour ses efforts héroïques, prouvant qu'aucune bonne action ne reste impunie. Les villageois restants et Charlotte regardent avec un choc absolu l'incident soudain de tir ami d'Allen. Allen se tient au-dessus du villageois inconscient, ayant neutralisé avec succès son propre handicap. Il souhaite froidement avoir utilisé le côté le plus tranchant de la pelle, parce que bien sûr. Les autres villageois demandent à Allen ce qui ne va pas, toujours complètement inconscient de la situation dans laquelle il se trouve. Un scan système révèle que Morgane est une nécromancienne de 63 ans, nommée Morgana, spécialisée dans les pièges de séduction. Allen explique que Morgane était le piège, pas l'appât, faisant enfin le lien pour son public lent d'esprit. Morgana plaide désespérément son innocence, mais Allen avertit les villageois de ne pas tomber dans son piètre jeu d'actrice. Il révèle officiellement que Morgane est la nécromancienne, provoquant une crise de nerfs collective et tardive chez les villageois. Allen confirme que toute son identité est un mensonge, alors que le personnage de victime soigneusement élaboré de Morgana commence à se fissurer. Elle s'en tient à son histoire larmoyante, qu'Allen rejette immédiatement avec un niveau de sarcasme auquel elle ne s'attendait clairement pas. Allen dénonce son jeu de gentille fille, manipulatrice, complètement impassible face au piège de séduction dans lequel il a failli tomber. Il sort sa solution universelle à tout. Une fiole d'eau bénite commodément préparée. Il explique le test simple. C'est soit une potion de guérison pour les humains, soit un cocktail qui fait fondre les organes pour les nécromanciens. Morgana essaie de refuser l'offre précieuse, transpirant abondamment alors que ses options de fuite disparaissent rapidement. Allen passe en mode psychopathe, lui mettant la fiole sous le nez et exigeant qu'elle prenne son médicament. Morgana panique intérieurement, se demandant comment Allen a vu à travers son déguisement parfait qui a trompé un village d'idiots. Elle se souvient de son infiltration réussie d'1 an, complètement déconcertée que ce maudit prince l'ait démasqué si facilement.
Morgana observe Allen et Charlotte, essayant désespérément de comprendre quel pouvoir il a utilisé pour tuer son ours de compagnie. Allen la sort de son monologue, exigeant avec impatience qu'elle boive le cocktail d'eau bénite qu'il a préparé. Il joue de son rang, la réprimandant de ne pas accepter avec gratitude un cadeau de la royauté, juste avant que son visage ne commence à fondre. Le déguisement de Morgana tombe enfin, révélant sa vraie forme de sorcière alors qu'elle admet qu'elle prévoyait de le tuer plus tard. Elle lance une attaque surprise, qu'Allen bloque, brisant son gantelet et la fiole d'eau bénite. Morgana invoque des mains squelettiques du sol, se moquant d'Allen pour s'être précipitée dans sa propre tombe. Elle commande sa nouvelle armée de squelettes, prétendant lui faire une faveur en planifiant une mort moins immédiate. Morgana rit de manière maniaque, complètement convaincue que ces squelettes génériques peuvent tuer le gars qui a vaincu un ours démoniaque en solo. Allen brise sans effort les squelettes de Morgana avec sa pelle, disant au morveux de reculer. Morgana est prise en embuscade par derrière par Charlotte, dont les yeux rouges démoniaques brillent dans l'obscurité. Charlotte plaque habilement la vieille nécromancienne, lui tenant un couteau sous la gorge avant qu'elle ne puisse réagir. Allen fait l'éloge de Charlotte tout en tapotant nonchalamment un squelette, à la confusion totale et absolue de Morgana. Morgana demande si sa pelle est une relique sacrée, et Allen confirme sarcastiquement que les pelles sont juste géniales. Allen se moque de Morgana pour s'inquiéter de son arme au lieu du couteau actuellement à sa gorge. Charlotte regarde Morgana de haut, pressant la lame plus près en guise d'avertissement silencieux et mortel. Une Morgana vaincue se présente officiellement, admettant qu'elle a été appréhendée à nouveau. Les villageois exigent une confession, l'un d'eux ayant littéralement le cœur brisé que la jolie fille soit un mensonge. Morgana supplie pour sa vie, offrant de révéler qui l'a engagée pour assassiner le prince. Morgana avoue que sa mission était de séduire le prince et de simuler son suicide. Allen est étonnamment indifférent, réalisant que le prince originel n'était pas aussi pathétique qu'il le pensait. Morgana révèle que son client était l'Église sombre, obtenant enfin une vraie réaction d'Allen. Morgana tente de faire chanter Allen, révélant qu'elle sait qu'il est aussi un nécromancien. Allen décide immédiatement de la faire taire, ordonnant à Charlotte d'exécuter la vieille nécromancienne. Morgana fait immédiatement marche arrière, offrant des informations sur l'Église sombre pour sauver sa propre peau. Allen la gifle, rejetant ces informations comme sans valeur car elle les offre par désespoir. Il laisse Morgana au sol, déclarant que les villageois peuvent décider de ce qu'ils vont faire d'elle. Les villageois vengeurs entourent Morgana, dont les victimes sont maintenant son jury et ses bourreaux. Allen dit froidement à Morgana de payer pour ses péchés, la laissant à la merci de la foule. Un villageois suggère que la punition de Morgana devrait correspondre à ses crimes alors qu'elle supplie pour sa vie. Le villageois propose sombrement une mort douloureuse et de laisser son cadavre dans la forêt pour les animaux. La narration détaille leur plan pour que Morgana soit mangée par les loups, puis se réanime en zombie. Allen est nonchalamment d'accord avec la sentence brutale, notant sèchement que ce n'est qu'un mardi comme les autres au Moyen-Âge. Allen contemple la situation avec une expression vide, passant déjà au problème suivant. Ses pensées dérivent vers les églises sombres, l'organisation mystérieuse que Morgana a mentionnée avant sa condamnation. La narration d'Allen révèle qu'il a profité de l'occasion pour piller tous les livres de nécromancie de Morgana. Un flashback chibi montre Allen rangeant sournoisement les livres volés dans son inventaire pendant que personne ne regardait. De retour dans sa chambre, Allen étudie un livre, déçu qu'il ne contienne pas la compétence de communication avec les esprits qu'il recherche. Il interrompt sa lecture, prêt à plonger dans les sombres secrets de sa bibliothèque de nécromanciens nouvellement acquise. Allen se souvient de la menace de Morgana de le tuer pendant la vague de la mort, faisant enfin le lien. Il décide de faire des recherches sur la vague de la mort et le complot d'assassinat dans ses livres nouvellement acquis. Allen soupçonne immédiatement que ses propres frères et sœurs royaux sont ceux qui ont ordonné son assassinat. Il conclut que la bataille pour la succession est le mobile évident pour lequel sa famille le veut mort. Allen serre le livre volé, acceptant finalement qu'il a été entraîné dans une lutte de pouvoir politique. Il se plaint de la vie compliquée de la royauté, soudainement inquiet d'être réellement assassiné. Allen décide d'améliorer ses compétences pour survivre, manquant complètement l'objet brillant dans les escaliers. Charlotte écoute à sa porte, l'air alarmé en apprenant qu'il est une cible d'assassinat. Elle réfléchit à la façon dont tout le monde disait que le prince avait changé, le voyant clairement comme quelque chose de positif. Charlotte se souvient l'avoir vu combattre les zombies, admirant son courage et son leadership. Le monologue intérieur de Charlotte idéalise les actions d'Allen, ignorant commodément ses motivations égoïstes. Un villageois dit à Charlotte qu'Allen s'est personnellement occupé des cadavres de ses parents, alimentant son adoration. Charlotte a les larmes aux yeux, complètement convaincue par le fantasme du noble prince qu'Allen méprise. Elle serre les poings, sa résolution se durcissant alors qu'elle s'engage dans son admiration mal avisée. Charlotte observe Allen de loin, décidant qu'un simple merci ne suffit pas pour son sauveur.
Elle déduit correctement qu'Allen est en danger et se nomme son bouclier humain personnel. Charlotte trouve commodément un guide d'escrime impérial, l'outil parfait pour son nouveau chemin de carrière. Elle ramasse le livre, commençant officiellement son arc d'entraînement pour protéger le prince. Charlotte jure de devenir plus forte, prête à défendre l'homme qui veut juste qu'on le laisse tranquille. Le grand prince est occupé à gribouiller sur une fenêtre, complètement inconscient du serment dramatique de sa nouvelle garde du corps. Charlotte a l'air déterminée, serrant le guide d'escrime qui la transformera en une machine à tuer de poche. Pendant ce temps, le prince qu'elle a juré de protéger est occupé à dégrader les biens publics avec ses gribouillis de doigts. La lecture volée d'Allen confirme que les morts-vivants ont un arbre d'évolution horriblement complexe. Il tourne la page, plongeant plus profondément dans la lore de la nécromancie que son ennemi a commodément laissé derrière lui. Le livre explique que les zombies peuvent devenir des squelettes ou, s'ils ont de la chance, évoluer en ghouls. L'échelle de carrière des morts-vivants continue de ghoul à Dullahan et finalement à vampire, devenant plus intelligent à chaque promotion. Apparemment, l'obscurité agit comme un superstéroïde pour les zombies, accélérant leur évolution avec du mana. Le livre révèle que la destination finale de tous les zombies est un endroit appelé la Terre des Esprits Morts. Cette migration de masse vers les terres froides pour éviter de pourrir est la vague de la mort, qui inquiète Allen. Le livre révèle que la vague de la mort atteint son paroxysme le 25 décembre, l'anniversaire de la mort du roi des morts vivants. Allen ferme le livre, réalisant qu'il a exactement 1 mois avant que l'apocalypse zombie ne commence. Il relie le complot de Morgana à la vague de la mort, juste au moment où sa nouvelle stagiaire Charlotte l'interrompt. Charlotte propose de l'aider dans ses recherches, ignorant complètement qu'elle manipule des textes de nécromancie interdits. Allen lui tend maladroitement le livre maléfique, toujours pas habitué à sa nouvelle acolyte trop dévouée. Il note intérieurement que Charlotte se présente pour du travail non rémunéré chaque jour. Allen énumère toutes les corvées que Charlotte fait gratuitement, se demandant s'il l'exploite. Il l'exploite. Il conclut paresseusement qu'elle s'ennuiera et partira, jugeant complètement mal sa loyauté obsessionnelle. Un villageois nommé Grill confirme qu'il a adopté Charlotte, lui donnant une nouvelle famille. Allen offre un rare et sincère sourire, admettant que le villageois est un type bien. 3 chevaliers impériaux arrivent, leur entrée spectaculaire signalant que les vacances d'Allen sont officiellement annulées. Le chevalier impérial en chef lance un regard intimidant, mettant officiellement fin aux vacances d'Allen. Allen est complètement pris au dépourvu par l'apparition soudaine du chevalier, alors qu'il essaie de se détendre. Le vice-commandant, Armand Diane, saute les politesses et interroge immédiatement sur la sorcière Morgana. Allen note intérieurement le manque de respect d'Armand, confirmant que son statut d'exilé est pris très au sérieux. Il réalise que l'arrivée rapide des chevaliers signifie qu'il l'espionnait depuis tout ce temps. Allen identifie correctement les chevaliers comme les babysitters royaux envoyés pour surveiller ses moindres faits et gestes. Allen confirme l'histoire, s'attribuant le mérite de la capture aux côtés de ses villageois jetables. Armand récite le rapport officiel, qui identifie de manière hilarante l'armée de zombies d'Allen comme des villageois. Le rapport prétend qu'ils ont tué le roi de la gourmandise avec des outils agricoles, un détail qui déconcerte Allen. Armand attribue à un villageois nommé Drill le meurtre de 30 zombies, laissant Allen complètement perplexe. Allen regrette intérieurement d'avoir complimenté Grill, qui a immédiatement créé un récit ridiculement faux pour les chevaliers. Armand admet qu'il pensait au départ que le rapport de fermier battant un ours démoniaque était une exagération. Allen réprimande intérieurement le chevalier saint pour être assez crédule pour croire au conte des villageois. Allen confirme sarcastiquement qu'il était au courant de l'église sombre, puisque Morgana n'était pas exactement subtile à ce sujet. Armand explique gravement que l'église sombre est une organisation notoirement vicieuse, énonçant une évidence. Il révèle le nombre impressionnant de victimes de Morgana, confirmant qu'elle a détruit à elle seule 5 villages entiers. Allen a un moment de choc, réalisant qu'il a vaincu nonchalamment une sorcière meurtrière de masse en essayant de se la couler douce. Allen détourne les questions d'Armand en lui rappelant l'histoire officielle où les villageois l'ont battu à mort. Il joue la carte du prince faible lorsqu'on lui pose la question directement, tandis que Charlotte lui lance un regard de côté réprobateur. Allen décide intérieurement de laisser les villageois s'attribuer le mérite pour protéger son identité secrète de nécromancien. Allen continue son jeu pathétique, prétendant qu'il n'était qu'un spectateur pendant toute l'affaire. Il prétend de manière théâtrale qu'il avait si peur qu'il a failli se faire dessus, à la grande confusion de Charlotte. Armand est visiblement dégoûté par la lâcheté primée du prince, ce qui est exactement le but. Allen change de sujet, s'informant sur les livres de magie de la sorcière avec un air de pure innocence. Il se vante intérieurement d'avoir pillé les livres pendant qu'Armand explique leur mission de les récupérer. Allen blâme sans vergogne les villageois, suggérant qu'ils ont probablement brûlé les livres sinistres, qu'il a en fait volés.
Armand présente à Allen un lourd sac, changeant de sujet pour sa récompense pour service rendu. Allen est stupéfait de voir que le sac est plein d'or, la prime de 80 pièces d'or pour la sorcière qu'il a vaincue. Il accepte humblement la récompense, jouant le rôle du héros réticent qui a fait son devoir. Allen promet de partager l'or tout en célébrant intérieurement sa nouvelle bibliothèque et ses grosses liasses d'argent. Allen s'essuie théâtralement le visage avec son nouveau sac d'or, tandis qu'Armand soupire de dégoût. Il essaie de congédier le chevalier, impatient de retourner à ses vacances payées et à ses livres volés. Armand ruine la journée d'Allen en lui disant de faire ses bagages, au grand plaisir maléfique d'Allen et au choc de Charlotte. Le chevalier explique qu'il l'évacue pour la vague de la mort, ce qu'Allen se plaint d'être juste un autre exil. Allen suppose naïvement que la famille royale l'évacue par souci, manquant complètement le point. Il demande s'il va au palais ou au sud, mais Armand brise brutalement ses rêves tropicaux. Armand informe Allen qu'il est transféré au domaine de Lonia, un endroit qui ressemble suspicieusement à du travail. Allen remet en question la logique de déménager dans un autre enfer gelé, mais Armand insiste sur le fait qu'il y a une raison. Le domaine de Lonia se révèle être une forteresse, et Allen réalise enfin que ce n'est pas une promotion. Armand explique qu'ils ont rassemblé des soldats et des prisonniers, confirmant qu'Allen est envoyé sur les lignes de front. Armand confirme sombrement qu'il y aura de nombreuses victimes, ce qui est une façon polie de dire « tout le monde meurt ». Il dit à Allen de s'occuper des funérailles, incluant utilement une image de zombie déchiquetant des gens. Allen et Charlotte partagent un moment de réalisation horrifiée que ce n'est pas une évacuation, c'est une condamnation à mort. Le seigneur local, Jenard, les accueille avec un scan système révélant qu'il est miséricordieux. Un trait terrible pour ce travail. Allen informe sans embâche le comité d'accueil qu'il ne se sent pas bien à l'idée d'être envoyé à la mort. Il se plaint du trajet inconfortable en calèche, car l'inconfort physique est sa priorité absolue. Allen s'interroge intérieurement sur le bon traitement, tandis que le nouveau père de Charlotte, Grill, la présente comme quelqu'un de grand. Il commence immédiatement à donner des ordres, exigeant sa chambre pour pouvoir continuer sa fête de l'apitoiement en privé. La narration révèle que le domaine de Lonia est aussi appelé la Terre des Esprits Morts, ce qui semble accueillant. L'autre surnom de la forteresse est la forteresse sacrificielle, juste au cas où le premier était trop subtil. La narration explique que la forteresse est une zone de confinement de zombies d'1 mois pour les esprits en colère. Une image de la horde de zombies confirme que voir le printemps est le prix optimiste pour ne pas se faire manger. Allen observe les soldats prisonniers, la chair à canon désignée pour l'apocalypse à venir. Armand assigne à Allen le travail sûr de croque-mort, une couverture parfaite pour un nécromancien secret. Allen sourit intérieurement, alors qu'Armand révèle que le nombre annuel de victimes est l'objectif de recrutement d'un nécromancien. Armand mentionne que 80 prêtres sont sur place, un nombre ridiculement faible pour la horde à venir. Armand écarte nonchalamment la mort par surmenage, confirmant que le département des ressources humaines ici est inexistant. Allen se tourne vers le seigneur local Jenard, se préparant à lancer sa routine de prince inutile. Allen abandonne immédiatement toute prétention de royauté et crie pour de l'alcool comme un étudiant en fait. Il pique une crise, déclarant qu'il préférerait mourir de boisson que de trop travailler. Allen congédie Charlotte et son nouveau père Grill, leur disant d'aller s'amuser. Il rappelle à Charlotte d'être de retour avant le début de l'apocalypse, toujours serrant sa bouteille. Allen dit sans vergogne à Charlotte que son travail est de le protéger, instrumentalisant son jeu pathétique. Il fait une sortie théâtrale vers sa chambre, laissant tout le monde gérer sa crise de colère. Jenard offre des encouragements tandis qu'Armand estime correctement que le prince n'a pas du tout mûri. À la seconde où la porte se ferme, Allen abandonne son jeu et se félicite de sa performance. Il révèle que l'alcool n'était qu'un accessoire, car il n'a aucune intention de boire réellement. Allen utilise son pouvoir sacré pour transmuter le vin, parce que bien sûr qu'il peut faire ça. Le vin bon marché est instantanément purifié en eau bénite pétillante de haute qualité. Il décide de stocker son eau bénite maison, transformant ses accessoires en équipement de survie. Allen décide de produire en masse de l'eau bénite, la rebaptisant sa boisson énergétique personnelle pour l'apocalypse. Il réalise que fabriquer de l'eau bénite sert aussi à augmenter son niveau de puissance, avant d'être distrait par un objet brillant. Allen met de côté son projet d'eau bénite, son attention complètement volée par la décoration murale. Il aperçoit un fusil monté sur le mur, car bien sûr qu'il y a un fusil de Tchekhov. Allen décroche le fusil, notant que personne ne les utilise dans ce monde d'épées et de sorcellerie. Une image utile explique que les fusils sont généralement inutiles contre la population de monstres locales. La narration confirme que les fusils ne sont essentiellement que de l'art mural coûteux dans cet univers. Allen révèle que les fusils sont alimentés au mana, mais qu'ils sont d'énormes consommateurs d'énergie. Il explique les terribles statistiques,
5 tirs pour un sorcier et un temps de rechargement de 5 minutes par balle. Allen inspecte le fusil, déçu que ce ne soit pas la machine à headshot de zombies des films. Allen expérimente avec le fusil inutile, essayant de manifester une balle avec son pouvoir sacré. Il imagine un headshot de zombie parfait, ignorant complètement le fait qu'il est à l'intérieur. Allen tire avec le fusil, déchaînant un coup de canon qui le projette en arrière à cause du recul. Le système confirme qu'il vient d'inventer les balles saintes, une découverte qu'il fait alors qu'il est à plat sur le dos. Il regrette immédiatement son expérience après avoir fait un énorme trou dans le mur de la forteresse. Armand, le babysitter royal, a l'air prévisiblement agacé par l'explosion soudaine et bruyante. 2 soldats bavardent sur la mauvaise humeur d'Armand, s'énonçant l'un à l'autre l'évidence absolue. Les soldats devinent correctement qu'Allen est la source de son stress juste avant qu'Armand ne les interrompe. Armand donne un rappel terrifiant de politesse que bavarder au travail est une très mauvaise idée. Armand admet intérieurement que le prince inutile est exactement la raison pour laquelle il est si incroyablement stressé. Armand commence son enquête sur l'explosion, ne croyant clairement pas à la routine du « il ne s'est rien passé ». Allen essaie de détourner l'attention avec un jeu pathétique de adolescent sensible qu'Armand ne gobe pas une seconde. Armand trouve l'énorme trou dans le mur, confirmant que le prince est une équipe de démolition à lui tout seul. Il se souvient des villageois affirmant qu'Allen avait changé, une histoire qui se heurte à son comportement destructeur actuel. Le flashback des villageois continue, dépeignant Allen comme un héros qui les a tous sauvés des zombies. Armand rejette leurs témoignages, supposant qu'Allen les a fait chanter pour créer son faux récit héroïque. Il ne peut pas faire le lien entre le prince pathétique et la capture d'un nécromancien de haut niveau. Armand arrive à la seule conclusion logique, le villageois Grill doit être un super guerrier secret. Il décide de recruter le légendaire fermier Grill, croyant complètement à l'histoire de couverture ridicule. Agacé par une autre perturbation, Armand suppose que ce sont juste les soldats prisonniers qui se battent à nouveau. Un chevalier quelconque fait l'erreur d'essayer de discipliner Allen pour sa paresse de niveau expert. Le visage du chevalier enregistre le moment exact où il réalise qu'il crie sur le prince. Allen met immédiatement le chevalier à terre avec sa pelle, rétablissant la hiérarchie. Un flashback montre Allen jouant la carte du « sais-tu qui je suis ?» parce que bien sûr qu'il l'a fait. Le lendemain, au domaine de Lonia, l'ambiance est officiellement réglée sur « Enfer gelé ». Allen creuse déjà des tombes alors que les gens meurent de surmenage, son travail sûr bat son plein. Il se plaint d'être exploité tout en portant un masque de médecin de la peste sophistiqué et magiquement purifié. Allen s'ennuie d'enterrer des corps et attend avec impatience que l'apocalypse zombie commence enfin. Un nouveau type interrompt la contemplation d'Allen, cherchant clairement à créer des problèmes. Un scan système présente Ice Edron, un noble suffisant qui invite Allen à rejoindre sa clique. Ice Edron suppose avec condescendance qu'Allen est un étudiant de l'académie, s'établissant comme le nouvel antagoniste. Ice demande avec suffisance si Allen purge une sanction disciplinaire, essayant clairement d'affirmer sa domination sociale. Les sbires de Ice se moquent d'Allen en le traitant de pecno, tandis qu'Allen fulmine intérieurement de leur arrogance. Un laquais mentionne le père de Ice, le comte Edron, comme si cela devait impressionner le prince exilé. Ice révèle qu'il est à la forteresse de la mort pour trouver une servante, car les priorités sont pour les pauvres. Ice repère Charlotte et décide qu'elle est sa cible, une décision qu'il va certainement regretter. Ice demande si Charlotte est la servante d'Allen, ignorant complètement son existence en tant que personne. Ice commence à se vanter d'une salope qu'il a coincée à l'académie, révélant sa charmante personnalité. Ice admet nonchalamment avoir agressé une femme qu'il a rejetée, dégoûtant profondément Allen. Allen s'en va immédiatement, décidant que creuser des tombes est mieux que de passer une seconde de plus avec ses clowns. Ice Edron interpelle Charlotte comme si elle était une propriété, attirant l'attention immédiate et sans enthousiasme d'Allen. Charlotte demande si le noble gâté lui parle, et Ice lui ordonne avec suffisance de venir. Ice attrape le poignet de Charlotte, commettant l'erreur classique du méchant de sous-estimer la garde du corps de poche. Il invite Charlotte à jouer avec eux, renversant son panier et scellant ainsi son destin. Ice rappelle avec condescendance à la roturière sa place après qu'elle ose refuser ses avances louches. Charlotte attrape le poignet de Ice, montrant la super force qu'elle a développée pour protéger son prince inutile. Elle tord le bras de Ice jusqu'à ce qu'il crie, tandis qu'Allen calcule intérieurement les chances qu'il se brise. Ice la traite de salope monstrueuse de douleur, incitant Allen à finalement intervenir et à arrêter le spectacle. Ice commet l'erreur fatale d'insulter les parents morts de Charlotte, une ligne que l'on ne franchit tout simplement pas. Allen lance une menace froide, rappelant à Ice que cet endroit a un taux de renouvellement de zombies élevé. Allen menace Ice avec sa pelle, promettant de transformer toute sa famille en zombies. Ice tressaille, alors qu'Allen enfonce sa pelle brillante dans le sol, le manquant de peu,
La pelle reste plantée dans la terre fissurée, un avertissement clair et silencieux. Allen joue l'idiot, affirmant que son coup de pelle presque fatal n'était qu'un accident de fossoyage. Ice ne le croit pas, alors Allen le frappe au visage et appelle ça un autre dérapage. Le noble gâté est projeté en l'air, tandis que ses laquais ne peuvent que regarder, complètement choqués. Allen plaque Ice au sol avec son pied, complètement impassible face à ces menaces bredouillantes. Allen se penche et lâche sa réplique signature, demandant au noble terrifié s'il sait qui il est. Armand arrive juste à temps, déjà épuisé par la tendance du prince aux accidents. Ice crie au chevalier à l'aide, hurlant son titre complet comme si c'était une carte de sortie de prison gratuite. Armand déclare qu'il ne peut pas ignorer la situation, prêt à sermonner le prince pour sa dernière explosion de violence. Allen lance nonchalamment un sort de pouvoir sacré massif, réduisant tout le monde au silence dans les environs avec des chaînes magiques. Armand reste complètement sans voix, son cerveau redémarrant après avoir été témoin du véritable pouvoir du prince, inutile. Le chevalier réalise qu'il ne peut littéralement pas parler, confirmant qu'il a été pris dans le sort de silence d'Allen. Armand identifie correctement l'incantation sainte, juste au moment où Allen l'appelle par son nom avec une autorité glaçante. Allen ordonne à son babysitter stupéfait de dire au jeune noble exactement à qui il a affaire. L'atmosphère devient incroyablement tendue, alors que la dynamique de pouvoir entre le prince et le chevalier s'inverse complètement. Un Armand très intimidé parvient finalement à balbutier le nom du prince sous la contrainte. Armand donne à Ice la présentation royale complète, qui a maintenant l'air d'avoir vu un fantôme depuis le sol. Allen demande avec condescendance à Ice s'il comprend enfin quelle autorité il vient de défier. Ice balbutie au sol, absolument terrifié après avoir appris à qui il vient de chercher des noises. Allen offre un sourire bienveillant, promettant pas de gros problèmes si les excuses sont assez sincères. La scène suivante montre Allen enfermé dans une cellule, ayant l'air complètement imperturbable par son nouveau logement. Armand explique que Ice s'est évanoui et a été emporté, ce qui a valu à Allen la prison pour avoir agressé un noble. Armand s'excuse pour la probation d'une semaine, qu'Allen accepte comme des vacances de lecture payées. Allen déclare joyeusement qu'être enfermé est en fait une pause bienvenue de ses responsabilités. Pendant ce temps, un blizzard fait rage à l'extérieur de la forteresse, alors qu'un soldat fait son rapport au vice-commandant Armand. Armand transpire nerveusement, encore sous le choc de l'incantation sainte que le prince inutile a utilisée nonchalamment. Il se demande si le pouvoir d'Allen n'est que du talent brut, puisque le prince est censé être un bon à rien. Un soldat sort Armand de sa crise existentielle sur le statut secret de surpuissance du prince. Armand discute de la tâche banale de déneiger les murs avec un soldat. Le soldat note le nombre suspectement bas de zombies, rappelant que l'anniversaire de la mort du roi des morts vivants est le 25 décembre. Armand décide de signaler le calme étrange et ordonne que les prisonniers soient rassemblés pour une mission de reconnaissance. Un soldat sonne une énorme cloche, lançant officiellement la partie « Envoyons les prisonniers mourir » de la journée. Les portes de la forteresse s'ouvrent, libérant la chair à canon désignée dans le blizzard pour vérifier la présence de monstres. La scène coupe sur des empreintes de pas sanglantes dans la neige, confirmant que l'équipe de reconnaissance a connu une fin prévisible. Un zombie massif et évolué est montré en train de manger un soldat, révélant que le calme n'était que l'apéritif.